Les vastes ports tentaculaires d'Europe de l'Ouest représentent le cœur de l'économie du continent. Chaque jour, un flux incessant de porte-conteneurs navigue sur ces voies navigables complexes, accostant dans des hubs comme Anvers-Rotterdam, Algeciras, Southampton. Ces colosses métalliques transportent de tout, électronique, textile, fruits frais, machines, alimentant le commerce mondial. Mais caché dans ce flot colossal de marchandises légitimes se trouve un commerce bien plus sinistre. Ces ports, avec leur volume de trafic et l'immense difficulté d'inspecter chaque conteneur, sont devenus les principaux points d'entrée de la cocaïne en Europe. Cette poudre blanche, produite à des milliers de kilomètres de distance, trouve son chemin au cœur du continent via ses merveilles logistiques. Le voyage de cette cocaïne commence dans les jungles d'Amérique du Sud, principalement en Colombie. Pour ces organisations, le marché européen, avec ses prix élevés et sa demande insatiable, est une mine d'or. Cependant, atteindre ce marché lucratif nécessite des partenaires locaux sophistiqués. Ils ont besoin de groupes sur le terrain en Europe qui possèdent les connaissances, la main-d'œuvre et la cruauté nécessaires. C'est là que la Mokromafia entre en scène. Ce réseau d'organisations criminelles, majoritairement composé d'individus d'origine marocaine, s'est imposé comme le partenaire européen indispensable des cartels colombiens. Cette alliance n'est pas basée sur une culture partagée, mais sur une logique commerciale froide et implacable. Les Colombiens fournissent le produit, garantissant un flux constant de cocaïne de haute pureté. Au cœur de l'expansion initiale de la Mokromafia se trouvait une figure d'une immense influence et ambition. Samir Bouyakrishan, également connu sous le nom de Scarface. Opérant depuis le sud de l'Espagne, il était bien plus qu'un simple voyou local. C'était un visionnaire criminel. Bouyakrishan avait compris que l'avenir du trafic de drogue à grande échelle résidait dans la coopération internationale. Il fut l'un des principaux architectes qui ont jeté un pont entre les réseaux maroco-néerlandais et d'autres puissants syndicats du crime européen. Son charisme et sa réputation de fiabilité en ont fait un partenaire privilégié pour les cartels sud-américains. Il pouvait gérer des cargaisons de cocaïne de plusieurs tonnes sans problème. Il a bâti un empire redoutable blanchissant ses immenses profits grâce à des entreprises légitimes et à l'immobilier à Marbella. Le génie stratégique de Bouyakrishan était évident dans son alliance avec la famille Kinahan, Christy Kinahan, Daniel Kinahan, Christopher Jr. Kinahan. Le clan avait bâti un empire mondial, évalué à plus d'1 milliard d'euros, avec des intérêts dans la drogue, le trafic d'armes, le blanchiment d'argent. La rencontre des esprits entre Bouyakrishan et les Kinahan a créé un super cartel. Ce partenariat combinait le contrôle de la Mokromafia sur la logistique portuaire européenne clé avec la portée mondiale des Kinahan, leur sens financier et leur redoutable réputation. La paix fragile du milieu criminel d'Amsterdam a été brisée en 2012 par un acte unique et audacieux. Une cargaison massive de 200 kg de cocaïne de haute pureté appartenant à une faction puissante au sein de la Mokromafia a disparu du port d'Anvers. Ce n'était pas une saisie aléatoire de la police, c'était un coup monté de l'intérieur. Le vol a été orchestré par un groupe rival, connu sous le nom de Les Tortues, dirigé par un criminel notoirement violent, nommé Benaouf Adaoui. Cet acte effronté était un défi direct à l'ordre établi au groupe propriétaire de la cargaison, qui incluait des figures comme Gwenet Martha. La cocaïne volée, d'une valeur de millions d'euros, était plus qu'une simple perte de profit, c'était une insulte profonde qui exigeait une réponse violente. Les retombées ont été immédiates et catastrophiques. Le milieu criminel a son propre code de justice brutal, un vol de cette ampleur ne pouvait être réglé que par le sang. La faction propriétaire, se sentant trahie et humiliée, a lancé une campagne de représailles sauvages. Cela a marqué le début d'une guerre interne sanglante. Le conflit a éclaté dans les rues d'Amsterdam et au-delà. Une vague d'assassinats, la guerre des Mokros, a commencé. Pendant que la Mokrowar faisait rage, Ridouan Taghi, autrefois un acteur de second plan, a habilement navigué dans le chaos. Il n'était pas un soldat de première ligne, mais un observateur astucieux et un stratège opérant dans l'ombre. Il a vu les faiblesses des anciennes factions, leurs querelles publiques, leur vulnérabilité. Taghi a bâti sa propre organisation loyauté absolue, imposée par une terreur inimaginable. Il a recruté une nouvelle génération de jeunes criminels intrépides, beaucoup venant de la ville d'Utrecht, qui lui étaient farouchement loyaux personnellement. Son mantra, qui parle, dort. Cela voulait dire trahison, coopération avec la police, ou même simple rumeur, puni de mort. L'ascension de Taghi, alliances internationales.
faisant paraître Buya Krishan presque provincial. Ligne directe avec les seigneurs de la drogue. Amérique du Sud et le Moyen-Orient. Alliés présumés. Raffaele impérial. Lien renforcé, clan Kinaan, Irlande. Cette coalition a donné à Taghi un contrôle quasi total sur une part significative de la cocaïne en Europe. Le nom Mokro Mafia a véritablement explosé dans la conscience publique à travers une série d'actes si horribles qu'ils semblaient tirés du scénario d'un film d'horreur. En 2016, la tête coupée de Nabil Amzib a été découverte sur le trottoir devant un salon de chicha à Amsterdam. Nabil Amzieb, un homme de 23 ans, lié à une faction rivale. Le salon Fayrouz était connu comme un lieu de rencontre pour les ennemis du clan de Taghi. Cet acte barbare n'était pas seulement un meurtre, c'était un message de terreur médiévale, délibérément mis en scène pour être trouvé et rendu public. Il signalait une escalade choquante de la brutalité, démontrant que pour cette nouvelle génération de criminels, il n'y avait tout simplement pas de limite. L'incident a provoqué une vague de révulsion et de peur aux Pays-Bas et en Europe. Mais la violence ne se limitait pas à des démonstrations macabres. L'organisation de Taghi a commencé à cibler les symboles de la vie publique et des médias. En 2018, les bureaux de 2 grands médias néerlandais, De Telegraaf et Panorama, ont été attaqués. Un homme a percuté avec un fourgon de livraison la façade vitrée de Telegraaf et y a mis le feu. Une attaque distincte a visé le bureau de l'hebdomadaire Panorama avec un lance-roquettes anti-char. Ce n'étaient pas des actes de vandalisme aléatoires, c'étaient des assauts directs contre la presse libre, destinés à intimider les journalistes qui enquêtaient et rapportaient. Le message était clair, personne qui osait exposer leur monde n'était en sécurité. La terreur a atteint un nouveau niveau lorsque l'organisation a commencé à cibler des figures du système judiciaire. L'escalade de la violence et les attaques effrontées contre les journalistes et le système judiciaire ont inévitablement déclenché une vive réaction politique. La vue d'une tête coupée dans une rue d'Amsterdam et l'assassinat d'un avocat n'étaient donc pas de simples faits divers. Ils étaient reperçus comme un défi fondamental à l'autorité et à l'intégrité de l'État néerlandais. Les citoyens qui se sentaient depuis longtemps en sécurité dans leur société ordonnée ont été soudainement confrontés à un niveau de brutalité qu'ils associaient à des États défaillants ou à des zones de guerre. La pression publique s'est accrue sur le gouvernement pour prouver qu'il n'avait pas perdu le contrôle des rues face aux gangs de trafiquants de drogue. Le discours est passé d'une affaire de police à une crise de sécurité nationale. Dans cette atmosphère très tendue, les politiciens de tous l'échiquier politique ont commencé à intervenir. Geert Wilders, le leader du Parti pour la liberté, s'est emparé de la question. Il a publiquement et à plusieurs reprises utilisé le terme « Mokro Mafia » pour lier le crime organisé à la communauté marocaine. Une démarche très controversée. Wilders a exigé une approche beaucoup plus dure, appelant à des expulsions massives et dénonçant ce qu'il considérait comme la faiblesse du gouvernement. Sa rhétorique, bien que source de division, a trouvé un écho auprès d'une partie de la population effrayée et en quête de solutions simples et énergiques, politisant davantage un problème de criminalité déjà complexe. Le gouvernement néerlandais, sous la direction du Premier ministre Mark Rutte, s'est retrouvé sur la défensive. Les responsables ont été contraints de reconnaître la gravité de la situation, admettant que le crime organisé était devenu plus puissant et plus violent que jamais. Pendant des années, les leaders de la Mokro Mafia ont opéré avec un sentiment d'invincibilité numérique. Ils communiquaient via des réseaux chiffrés, sophistiqués, EncroChat-Sky ECC. Ces services promettaient un chiffrement de qualité militaire, combiné sur mesure, partitions cachées, fonction d'effacement à distance. Leurs messages détaillaient livraison de drogue, blanchiment d'argent, complot de meurtre et semblaient hors de portée de la police. Ce bouclier technologique a permis à Ridwan Taghi d'orchestrer un empire à distance, envoyant des ordres de tuer par texto, comme on commande une pizza sûr que la police ne lirait jamais. Le tournant est venu d'une avancée technologique majeure. En 2020, une équipe franco-néerlandaise a réussi l'impensable pénétrer EncroChat. Ils ont implanté un dispositif dans les serveurs à Roubaix en France, récoltant des millions de messages en temps réel. Pendant des mois, la police a été des observateurs silencieux. L'histoire de la Mokro Mafia illustre de manière frappante les défis sécuritaires profonds auxquels l'Europe moderne est confrontée. Les frontières ouvertes du continent, son infrastructure économique vaste et interconnectée, bien qu'elles soient des sources de prospérité, ont également créé un environnement opérationnel parfait pour les organisations criminelles transnationales.
Ces groupes exploitent les libertés mêmes qui définissent la société européenne, déplaçant drogue, argent, assassins à travers les frontières en toute impunité. Le volume considérable de marchandises transitant par des ports comme Anvers-Rotterdam rend une surveillance complète impossible, permettant aux trafiquants de jouer un jeu de chiffres où les chances sont massivement en leur faveur. Le défi actuel ne consiste plus à combattre des gangs locaux, mais à affronter des entreprises criminelles mondialisées. La réponse à cette menace exige un changement radical de stratégie. Les forces de police nationales, travaillant isolément, ne sont tout simplement pas à la hauteur de ces réseaux sans frontières. La seule réponse efficace est une coopération internationale plus approfondie, plus fluide et plus confiante. Le défi pour l'Europe aujourd'hui est de prouver que ces sociétés ouvertes et démocratiques sont non seulement prospères, mais aussi suffisamment résilientes pour vaincre les forces qui cherchent à les terroriser et à les corrompre de l'intérieur.